il y a encore des exemplaires d'un document fort intéressant qui est un interview de Marc Ergon, dont vous savez qu'en mai 68, la plupart d'entre vous savent qu'en mai 68, il était en quelque sorte le Deus ex machina du PSU, et en fait un peu de l'UNEF quand même si on n'ose pas trop le dire à cause des histoires de couloirs, de transmission, d'indépendance syndicale et autres choses de ce genre. Et cette interview, qui avait été donnée en fait 2 ans auparavant, en 1978, à l'occasion du 10e anniversaire de mai 68, a été résumée 2 ans après, en 1980, dans un article de la revue Critique Socialiste, qui fêtait les 20 ans du PSU. Et en 3 pages, 3 petites pages, Marc Ergon dit un peu comment il a vécu mai 68 et comment il a vécu en particulier le moment et la période courte au cours de laquelle les choses pouvaient basculer, et il dit des choses vraiment intéressantes, y compris le fait qu'il y a une chose que le bureau national du PSU n'avait pas saisi pleinement dans ces 2 ou 3 journées fatidiques, c'est à quel point chaque heure comptait. Et l'urgence, c'était une urgence. Je n'en dis pas plus. Pour résumer sur la question qui nous est posée ce soir, c'est le pouvoir était-il à prendre? Alors, là, il y avait, si je comprends bien, il y avait le problème du pouvoir gouvernemental, parlementaire, issu d'élections législatives, etc. Une fois, c'était la conception des partis communistes, et une fois la grève terminée et une France apaisée, et à partir de ce moment-là, pouvait s'élaborer une stratégie socialiste. C'était ça un peu... Bon. Et la deuxième, bien sûr, c'était une autre perspective de pouvoir à partir de, disons, de la mobilisation disons, des travailleurs, enfin de la classe ouvrière et de ses alliés qui pourraient à ce moment-là se donner les moyens d'avoir le pouvoir. Et se pose le problème d'une classique dans l'histoire du mouvement ouvrier, c'est la question de la nécessité du double pouvoir comme période de transition où, dans un moment, disons, de bascule, peut s'opérer un transfert de pouvoir, précisément, entre d'un côté la classe dominante et la classe ouvrière, dominée donc au pouvoir de celle-ci. Donc il y a eu cette problématique-là, quand même, a été posée à un moment ou à un autre dans la réalité du mouvement 68. Alors, ce qu'il faut essayer d'analyser, et c'est ça le problème qu'il faudra analyser de plus près, c'est quelle était la réalité, non seulement sociale, mais politique, de la mobilisation de la société française en mois de mai 68, qui pouvait avoir modifié comment dirais-je, la réalité politique des mouvements ouvriers telle qu'elle était représentée par le Parti communiste. Jusque-là, il faut bien se le dire. Et donc, il y avait donc la question qui était posée par le poids de cette mobilisation. Et alors, il y avait la question qui est la suivante. Dans quelle mesure cette mobilisation, par sa détermination, sa qualité, etc., arrivait à poser la question d'un nouveau pouvoir, d'un nouveau pouvoir qu'il représenterait. Et il y avait donc 2 logiques qui étaient plus ou moins en jeu. Soit c'est une logique dans la mobilisation, une logique revendicative, qui pouvait être portée par le mouvement syndical uni, si on peut dire, la CGT et CFDT, soit une logique qui mettait en œuvre des objectifs, disons, de pouvoir, c'est-à-dire en fait qui prenait le terme de contrôle, les objectifs de contrôle dans la dynamique posée. Donc, d'un côté, il y avait un programme dit revendicatif qui était exposé par le Parti communiste, la CGT d'ailleurs, et ça s'est explicitement dit comme ça. Et de l'autre côté, il y avait la problématique de la possibilité de développement d'un programme de transition à faire adopter par le mouvement, et qui était en gros, bien sûr, celui qui a progressivement, disons, après des balbutiements, élaboré le PSU et en partie la CFDT, qui posait la question des stratégies de contrôle. Et donc c'est toute cette dynamique-là, cette double dynamique PC, dynamique PSU, pour dire vite, qui a divisé, si on peut dire, le mouvement. Et pour terminer, parce qu'après j'aurai d'autres choses à dire, se posait à ce moment-là au milieu la question de Mendès France.
la question de Mendes France, dans quelle mesure Mendes France, qui était au PSU, pouvait se trouver dans la deuxième logique. Et donc, c'est tout le débat qui a eu lieu dans les années, dans les mois, dans les jours, disons, finissant de mai 68, sur lequel il faudra peut-être revenir, y compris les divergences qu'il y avait entre Mendes France et le PSU lui-même. Parce que ça aussi, c'est pas forcément dit, mais ce que me disait Martelly, l'historien communiste, il me disait, tu sais, le Parti communiste avait une trouille principale, c'était Mendes et le PSU. Mais Mendes d'abord, parce que c'était une mesure, parce qu'ils estimaient quand même que Mendes était très dangereux pour eux, et que donc c'était évidemment une interprétation qu'il faudrait avoir de plus près. Et donc toute la question, c'était de savoir si, entre le 27 et le 30 mai, s'est posée une situation qui reposait de manière nouvelle la question justement de la nature du pouvoir à conquérir. Et c'était un peu ce qui était en débat à l'intérieur, et il faudrait évidemment revenir là-dessus. Ce qu'il faut dire, c'est que le PC, dès le 17 mai, pose la question du pouvoir. Le 17 mai. Et à partir de ce moment-là, donc, il y a toute une logique qui réfléchit sur la façon de penser cette logique-là de pouvoir parlementaire, de fait, et à un moment, à un autre, il est en décision de faire une négociation avec syndicale, CGT, CFDT. C'est-à-dire qu'il voulait élargir sa base de soutien programmatique, si on peut dire, intégrant pour la première fois les syndicats. Ce qui est quand même pas rien, parce que jusque-là, le PC estimait que c'est seul au parti politique le soin de définir la stratégie politique. Et là, il élargit, disons, dans une conception que je dirais le Front socialiste, c'est-à-dire de l'alliance parti-syndicat, pour définir qui serait le bloc social et politique qui est en quelque sorte ce porteur de l'alternative. Donc, mais cette décision du Parti communiste d'avoir une discussion programmatique avec les syndicats, en fait avec la CFDT, faut quand même le savoir aussi, a été vite abandonnée. Ils ont pu discuter, ils n'ont pu négocier avec la CFDT, mais ils ont ensuite, et ça je pense que mon voisin pourra en parler plus savamment que moi, ils ont réussi, la CGT a réussi à avoir un communiqué commun avec la CFDT pour se réintégrer dans la logique revendicative de la négociation au niveau du pouvoir. Et de ce point de vue-là, pour le PSU, ça a été une grosse défaite, parce qu'effectivement, l'alliance avec la CGT, avec la CFDT, était un peu rompue comme stratégie. Alors là, il faudra voir ce qui s'est passé avec la CFDT dans cette affaire-là, qui a un peu tangué, à mon avis. Ça, je pense que Pierre pourra dire des choses plus précises et plus intéressantes sur cette question. Donc, dernière remarque, est-ce que c'est une logique de pouvoir, de double pouvoir, était possible et aurait été possible. La question est de savoir si le niveau de mobilisation de la classe ouvrière, à ce moment-là, le rendait possible. Et y compris le rapport de force entre le PC et les autres forces du mouvement. C'est très difficile à identifier, mais je crois que c'était très très difficile aussi à imaginer qu'une logique de double pouvoir était en train de se construire. Et là-dessus, il faudra voir s'il y a des débats qui peuvent être menés pour savoir si ça a été quelque chose qui a été manqué ou s'il n'existait pas cette logique de rapport de force favorable au double pouvoir. Voilà. Alors, la question étant, c'est la dernière remarque aussi, que la divergence n'était pas seulement d'un côté une logique parlementaire et une logique d'un côté et d'autre part une logique insurrectionnelle. C'est quand même pas dans ces termes-là que ça se posait, à mon avis. La question, c'était de savoir s'il pouvait se constituer. D'ailleurs, je crois qu'Urgon en parle, un pouvoir démocratique de toute la gauche, intégrant une partie du mouvement, qui aurait permis justement un certain type de situation politique, ouvrant le champ de la mobilisation sociale et de l'élargissement plutôt de la revendication du mouvement. Et c'était en principe aussi la stratégie que le PSU voulait proposer pour Mendes France. Et finalement, Mendes France s'est rallié à la stratégie de Mitterrand. Et ça, il faudra revenir là-dessus. Mais c'était ça, c'était pas une insurrection, c'était un gouvernement de transition intégrant une partie du mouvement. Et alors, Urgon raconte comment cette problématique a été discutée avec la FGDS, c'était ça, et qu'il était très très difficile d'intégrer dans ce nouveau gouvernement de gauche
plus le mouvement, des gens qui pouvaient représenter le mouvement. Et alors, il avait été discuté simplement d'avoir un ministre de l'Éducation nationale qui pouvait représenter le mouvement. C'était ça la grande ouverture de la gauche. Je ne sais pas quel ministre était concerné, mais en tout cas, c'était ridicule, quoi, comme situation. Et il est clair que la gauche n'était pas disposée à s'ouvrir, y compris dans une logique politique parlementaire, aux forces du mouvement. Donc voilà un peu cette responsabilité que chacun a eue dans l'histoire du pouvoir. Le pouvoir n'était plus à prendre au niveau du mouvement. Voilà. Oui. Donc là-dessus, la question qui est posée, c'est pas de savoir si ceux qui étaient en place, avec des responsabilités, l'ont voulu ou pas. Pour ma part, je pense que c'est une occasion ratée. C'est la fin de ce que je vais dire. Mais la question posée, c'est est-ce que le pouvoir était à prendre en mai 68 ? Je n'y peux rien. Je prends des faits. Deux événements entre le 29 et le 30 mai. Donc je prends le 28 mai, le 29 mai et le 30 mai. Le 28 mai, Mitterrand, ancien candidat à la présidentielle de 65, ce que Ludovine Bontigny n'a pas dit en rappelant son rôle de ministre de l'Intérieur du temps de la 4ème République. Mais le poids de Mitterrand, c'est pas ça. C'est le poids de Mitterrand à cause de 65, Bien sûr. qui n'était pas mon candidat, mais qui a mis De Gaulle en balotage. Ça bat une note non plus. Donc c'est de ça qu'il est question quand il est question de Mitterrand en 68. C'est pas la peine de faire des trucs ringards du style nostalgie trotskiste contre Mitterrand. Moi aussi je pourrais faire, mais Mitterrand, là, il pèse comme ça. Et il dit, le 28, qu'il propose un gouvernement provisoire d'une dizaine de membres pour dénouer la situation. Bon. Le 29, le général de Gaulle quitte Paris. Il va rencontrer le général Massu. Ce que dit Segui au sujet de la rencontre de Massu et de Gaulle, parce que Segui a interviewé Massu pendant quelques mois, puisqu'ils vivaient ensemble, à proximité, dans le même coin, en province, du côté de, je crois, Tours-Orléans. Donc il lui avait parlé. Massu a expliqué simplement la réalité. Après avoir fait ce qu'on a fait en 61-62, il est hors de question qu'on expose de nouveau l'armée à s'affronter avec la jeunesse du pays, parce que sinon il n'y a plus d'armée. Bon. Et par contre, Massu lui a dit, mais regardez la situation réelle nationale, vous n'avez aucune raison d'avoir des craintes. Bon. Mais c'est pas l'armée qui donnait de la confiance à De Gaulle, c'est la diversité de la situation et l'absence de réponse de ses adversaires. Donc là-dessus, Segui n'a pas tout écrit, mais dans son second livre, il dit qu'il était hors de question, bien sûr, qu'il y ait cette intervention, que ce n'était pas le sujet, voilà. Parce qu'entre-temps, il avait continué son enquête. Mais le 29 mai, le général de Gaulle quitte Paris pour rencontrer le général Massu à Baden-Baden, et un certain nombre de gens, qui n'ont pas fait d'études d'histoire, mais qui écrivent des livres d'histoire, disent, et le fait qu'on dise que l'armée circulait, jouait un rôle. Oui, c'est vrai. Quand on fait des illusions pour faire peur à la population, on peut constater que la population peut avoir peur. Mais un certain nombre de responsables auraient pu dire que ce n'était pas vrai. Pour ma part, comme j'avais un bout de responsabilité sur la mobilisation sur Toulouse, les gens sont venus des casernes de la région pour dire, ils pourront toujours dire ce qu'ils veulent, même si donner l'ordre, ça ne démarrera pas parce qu'on a déconnecté tout ce qui devrait fonctionner. Donc il n'y aura pas de chars qui démarrent et il n'y aura pas de percuteurs dans leurs armes. Bon, d'accord. Pourquoi ils le disaient ? Parce que le rapport de force était tel qu'il s'en était soucié. Bon. Et pourquoi Massu n'aurait pas donné cet ordre-là ? Parce qu'il n'avait pas envie de sacrifier l'armée à des contradictions, parce que quand même en 61, l'armée s'est trouvée exposée au premier rang dans les... Et 61-68, on s'est dit, c'est une autre date, oui, 6 ans après. D'accord ? C'est le même officier et sous-officier. Bon. Donc là-dessus, le général de Gaulle va à Baden-Baden, et il en revient rasséréné, parce que l'autre lui a dit, prenez confiance. Bon. Mais qu'est-ce qui lui donne confiance ? C'est ce qui se passe parallèlement. Le même jour, Descamps annonce son soutien à Mendès France. Pourquoi il annonce son soutien à Mendès France le 29 ? C'est parce qu'il espère que ça va débloquer la situation et que d'autres diront mieux vaut un gouvernement provisoire que cette chose-là qui continue. Bon, ça n'aboutit pas. La CGT organise seule une grande manifestation. Gouvernement populaire, adieu De Gaulle. Seul. Parce qu'il n'y a pas d'accord politique, et qu'il n'y a pas d'accord intersyndical ni politique pour le faire.
Donc, le 30, comme quoi De Gaulle comprend ce qui se passe, le 30, il annonce qu'il ne se retirera pas, qu'il dissout l'Assemblée nationale et que les élections législatives seront organisées pour le mois de juin. Donc là, c'est quand même une chose qui démontre en 3 jours ce qui s'était posé. Alors on sait qu'en juin, la droite gagne les élections de façon écrasante en jouant le parti de la peur, parce que sans le parti de la peur pour se rallier aux gaullistes, ils n'auraient pas gagné. Mais ils gagnent parce que eux sont unis sur le parti de la peur et les gaullistes, tandis que les autres sont divisés sur « on a échoué ». Voilà. Donc là-dessus, cette démonstration sur la fin du mois montre qu'on a raison de dire est-ce que le pouvoir était à prendre en mai 68 ? Parce que est-ce que la fin est inscrite dès le début comme fin inéluctable ? Je n'en suis pas certain. Par contre, je suis allé relire dans le dernier numéro de Contretemps des propos de mes amis, pour celui qui survit, et toujours camarades, parce que malgré tout, on a passé 25 ans dans la même organisation. Mais Alain Krivine dit, dans le numéro de Contretemps qui vient de paraître, déjà trotskiste à l'époque, j'ignorais jusqu'où cela irait, je savais où ça n'irait pas. Ce ne pouvait devenir une révolution parce qu'il n'y avait pas une réelle auto-organisation du prolétariat, et pour notre part, nous n'étions pas implantés dans les entreprises. Je dois vous avouer que l'auto-organisation du prolétariat qui précède la période de pouvoir et de développement des initiatives ouvrières, donc la période d'auto-organisation qui précède la mobilisation, là, il faut quand même le refaire. Bon, j'admets que Krivine peut dire des bêtises, d'accord. Mais il y a pire que ça, puisque Daniel Ben Saïd, dans un entretien de 2008, et là j'ai été très surpris de retrouver cette expression, il exprime, alors il faut s'entendre, ce qu'il exprime, que j'avais cité, il parle de ce qu'ils faisaient eux à Paris en 68. Il écrit après coup. Ça ne veut pas dire qu'ils avaient décidé froidement ce que je vais lire là. C'est une rationalisation. Donc il écrit « Intuitivement, nous avions compris que l'important était d'expliquer où étaient les limites de la situation au lieu d'accompagner la fuite en avant dans une impasse ou de partager les responsabilités des grandes organisations, faute de quoi nous aurions été emportés par la vague du reflux comme le furent la plupart des groupes. » Enfin, cette espèce de cynisme boutiquier me peine beaucoup. Voilà. Mais ce n'est pas ce qu'il pensait en 68. En 68, il était simplement content que la gauche de la JC, une fois exclue en 65, ait 300 à 400 personnes dans un amphi qui les écoutent. Donc ils étaient contents d'avoir un public et de marquer des points, de pouvoir recruter un certain nombre de jeunes. Mais il rationalise ça. Entendons-nous, c'est en 2008 qu'il a écrit ça. Ce qui signifie que plusieurs dizaines d'années après 68, l'analyse de cette crise n'a pas eu lieu. Sinon, cette mobilisation n'a pas eu lieu. Sinon, on écrirait les questions de pouvoir autrement. Voilà. Par ailleurs, bon, le truc de Krivine sur l'auto-organisation, le parti, etc., bon, un jour ou l'autre, il faudra quand même que les divers groupes sortent de ces images d'Épinal qui n'ont jamais servi à rien. Parce que finalement, Lénine a su dire, à la place de ce que pensent les bolcheviks, il vaut mieux suivre la spontanéité des conseils qui sont déjà organisés. D'accord ? Comme exemple de léninisme centralisé, on fait mieux quand même. Parce que bon, c'est en rupture avec la majorité de son parti. Donc en réalité, on n'a pas de théorie en général des crises révolutionnaires. Bon. Et en 68, qu'est-ce qu'on a ? Alors, je vais essayer de donner quelques définitions, pour reprendre les choses dans l'ordre. Pour ceux qui étaient au pouvoir, est-ce que la question du pouvoir est posée ? Oui, en permanence. En permanence. Il suffit de lire ce qu'écrivent les dirigeants de l'époque. Pompidou s'est félicité d'avoir eu un préfet de police assez intelligent pour ne pas écouter les gaullistes de choc, ce qui a permis quand même de jouer l'entre-deux pour dire qu'on n'avait pas franchi des étapes irréversibles dans la situation. Donc la question du pouvoir est posée dès le début, avant la nuit des barricades, puisqu'il y a des manifestations avant, la nuit des barricades 9, et 10 et 11 mai, la question du pouvoir est posée. Voilà. Pour ceux qui ont le pouvoir, bien sûr. Si on prend ensuite ceux qui voient cette situation,
il y en a deux. Hein. Il y a les politiques et les syndicalistes. Les syndicalistes avaient prévu, à la suite des mobilisations de 66-67, ils avaient prévu un 17 mai 68, après le 17 mai 67 et après le 17 mai 66. Parce qu'il y avait un accord unitaire intersyndical CGT, CFDT, FEN, qui d'ailleurs était efficace, qui aboutissait au fait que, y compris en 67, la majorité des entreprises de petite taille participent à la mobilisation en 67. Donc ils jouaient sur les luttes dans les entreprises les plus mobilisées, mais en même temps des dates pour que tout le monde... Moi je vous avoue qu'à l'époque, en 67, j'avais compris que ça ne servait à rien, je n'avais rien compris. J'en avais conclu qu'ils avaient choisi une date pour dire Pompidou des sous. Ce qui fait que j'avais commencé un dossier pour partir à Cuba pour la coopération au titre d'enseignement. Parce que, bon, personne ne voyait vraiment ce que donnait cette chose. Mais ça a donné confiance à une série de gens. Et quand ils décident qu'au lieu du 17 mai, ils feront le 13 mai, ils ont des tas de syndicats, de syndicalistes, de militants dispersés, qui pensent que c'est le moment. Et du coup, le 13 mai est un gros succès. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui se passe, puisque, voyant la nuit des barricades, pour réagir aux côtés du mouvement étudiant le plus violent, la nuit des barricades, c'est pas à fleur et moucheté. Voilà. Mais les centrales syndicales, unitairement, appellent au 13 mai pour une journée de grève et de manifestation. Donc, si on peut dire, le message de Sauvageau, Descamps et Segui était quand même transparent. C'était le 13 mai, pourquoi ? Vous le savez. Le 13 mai 58 a une légitimité, c'est la peur de la guerre civile à cause de l'intervention des généraux et d'un début de débarquement en Corse pour bien marquer qu'ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Bien, d'accord ? Donc choisir le 13 mai, c'est pour dire 10 ans, ça suffit. Donc ils essayent de voir ce que ça donne politiquement. Voilà. Bon. Le slogan prendra plusieurs jours après. Hein. C'est pas le slogan principal du 13 mai. Le slogan principal du 13 mai, c'est solidarité contre la répression, etc. Bon. Mais pour ceux qui avaient échoué lors des législatives de 67, c'est-à-dire la FGDS et le PC, ils avaient échoué, bon, à 2 ou 3 députés près, mais ensuite, comme il y avait des ballottages dans les territoires d'outre-mer, Debré s'était chargé que ça passe pas de 3 de majorité pour la droite, mais que ça passe à 7 ou 8, parce qu'il avait acheté un certain nombre d'élections dans ces bonnes colonies. Donc on a cette situation. Je me souviens que ça a été vécu comme 10 ans ça suffit, puisque c'était 10 ans après 58. Mais il faut bien considérer que le 15 mai, l'Odéon est occupé, oui, d'accord. Et c'est Renaud Cléon qui est occupé en même temps. Donc les gens qui disent l'influence des uns sur les autres, c'est pas vrai. Il y a une similitude de la progression des mobilisations entre étudiants jeunes et enseignants ou cultureux et ouvriers. Le Sud Aviation est occupé à partir du 17. Renaud Billancourt et Fleur, c'est à partir du 16. Donc, il y a immédiatement cette situation-là. Alors bon, Ludivine a raison, elle a étudié par région. Par région, c'est très diversifié. C'est vrai, parce qu'il n'y a pas des militants ouvriers, des syndicats ouvriers forts dans toutes les régions. Non, c'est vrai. Non, il n'y a pas de militants ouvriers forts en Vendée. Il n'y a pas et par contre, il y a des militants ouvriers forts à Toulouse. Donc c'est pas tout à fait homogène, donc ça prend du temps. Je fais exprès de dire ça, parce que on dit 10 millions de grévistes en 68. Ce n'est pas vrai, il y a eu 11 millions de grévistes. Mais il n'y en a jamais eu plus de 9 millions. Parce que certains se mettaient en grève quand d'autres avaient déjà eu satisfaction et disaient on ne va pas continuer alors que ça pourrait redémarrer. Voilà. Donc il y a eu en tout 11 millions de personnes entraînées par cette grève, mais c'est à des moments différents et à certains moments, tous les départements voisins sont en grève et nous on ne fait rien chez nous, donc bon, certains démarrent. Bon. Il faut comprendre que c'est un mouvement, c'est pas un appel à une grève générale avec un mot d'ordre que tout le monde serait obligé de suivre ou de se faire insulter. Donc c'est un mouvement. Voilà.
Pour ma part, puisque chacun fait ça cette année-ci, alors on fait ça parce qu'on va pas le refaire 10 ans après. Hein. Donc, il y a 50 ans, j'avais 25 ans à l'époque, je n'envisage pas de faire ça dans 10 ans. Bon. Donc on avait, pour des circonstances qui tenaient à l'histoire du mouvement ouvrier et étudiant à Toulouse, on avait fait une manifestation au nom du mouvement du 25 avril que nous avions créé pour mobiliser à partir de divers événements. On avait appelé à la manifestation du 13 en proposant l'intersyndicale qui nous connaissait puisqu'on avait dirigé la JET-UNEF précédemment. On ne le faisait plus parce que, ras-le-bol, pour diverses raisons. Et on leur dit, on veut la manifestation en commun. Et donc une prise de parole en commun. Et donc une ligne de tête en commun. On ne se refait pas, on l'avait déjà fait. Ils n'ont pas voulu. Donc il y avait des tas de colère. On a dit aux camarades, pas de colère. On fait un cortège derrière le leur. Mais le nôtre sera tellement dynamique qu'à la fin, c'est le nôtre qui sera le plus gros. Et on a une voiture sono, et à la fin de la manif, on appelle à occuper l'université pour discuter tous les manifestants qui le veulent. Voilà. L'affaire a été réglée. Notre manifestation a grossi. C'était une manifestation qui a occupé totalement la place du Capitole avec 40 000 personnes, 35 40 000 sans doute. Et quand on a fini ça, les camarades se demandaient comment on va faire pour animer 1 ou 2 amphithéâtres, c'est pas la peine. C'était l'équivalent de 100 ou 1000 nuits debout parce que les gens étaient tous en train d'occuper les salles et de discuter de tout ce qui les intéressait. Il fallait simplement se soucier d'écouter ce qu'ils disaient pour pouvoir en tenir compte dans ce qu'on ferait ensuite. Voilà. Donc, si on regarde bien ce qui se passe là, c'est une masse de gens, militants, qui immédiatement se disent, il y a des choses... Bon, j'ai fait exprès de dire les nuits debout, parce qu'on a dit les nuits debout, c'est subversif par rapport à l'autre. Oui, bien sûr. Mais une grève générale, c'est 10 000 nuits debout. Parce que les gens discutent de leurs affaires. Non. Donc ça fait partie des éléments. Est-ce que ça suffit à faire une crise révolutionnaire? Sûrement pas. Mais sans ça, on ne la fait pas. D'accord? Bon. Donc, je prends les choses un peu dans ce sens-là. D'ailleurs, Pierre Mendès France a écrit en juin que si le régime gaulliste se maintient grâce au parti de la peur, cela conduira à de nouvelles crises, plus graves encore que la précédente. Puisqu'en fait, mai 68 est la répétition de ce qui se reproduira. Le titre, la répétition générale, qui est le titre du livre d'Henri Weber et de Daniel Ben Saïd, ne vient pas d'eux, il vient du livre de Mendès France pour préparer l'avenir. L'expression se trouve là. Ce qui vient de se passer sera une répétition générale si les gaullistes gagnent. Ce sont ces discours de juin 68. Je fais exprès de continuer à dire comment la question du pouvoir était de fait posée. Mais bon. Alors le PC, j'ai entendu, oui, c'est vrai. Roger Martelly, que ce soit par fausse prudence ou par prudence réelle, a du mal à dire le rapport entre le PC français et le PC de l'Union soviétique. Mais il y a un point fort dans son attitude. C'est que quand on ne sait rien, parce qu'on ne sait pas comment se sont déroulés tel et tel lien, il faut savoir, comme dit l'autre, si raison suffisante est rendue avec d'autres éléments d'explication suffisants. Pour ma part, je pense qu'il y a un rôle de l'Union soviétique. Je ne suis pas sûr que ça joue du tout sur cette espèce de truc où De Gaulle s'était mis en avant parce que le peuple vietnamien était assez combatif pour battre les Américains. Je ne pense pas. Je ne pense pas que ça vienne de là, de problèmes de diplomatie pour savoir comment on allait recevoir telle ou telle conférence à Paris. Je pense que les liens entre le parti de l'Union soviétique et le parti français étaient bien plus lourds que ça, et que du coup Roger met l'accent sur ce qui est l'essentiel. C'est la première fois qu'il fait ça dans un livre systématiquement. Le PC avait choisi l'union de la gauche sinon rien. Voilà. L'union de la gauche sinon rien, le livre de Roger est assez convaincant pour démontrer comment ça se passe. Mais si vous reprenez, parce que vous avez plus ou moins de mémoire, 65, d'accord ? Début 68, février 68,
reprennent les discussions en vue d'un programme de gouvernement où le PC fait savoir qu'il y a eu un texte en vue d'eux, mais qu'on n'a pas encore commencé à discuter du programme de gouvernement, il faudra le faire. Pourquoi ? Parce que l'élection de 67 se termine en 72, donc ils préparent la victoire possible aux élections de l'Union de la gauche en 72. Et tout ce qui se passe entre-temps, les Viettes qui font l'offensive du Tête, Mao qui fait la relance à la grande révolution culturelle prolétarienne, ces cours de jeunes étudiants qui se réfèrent à la révolution de Mao ou à telle ou telle chose. C'est insupportable. Le PC est contesté chez les jeunes, à sa gauche. Il essaye à un moment donné de récupérer en trouvant, parce que Aragon dit il ne faut quand même pas rejeter les jeunes, il veut y aller, il s'est fait traiter de pépé, personne n'accepte qu'il retrouve une autorité. Donc le PC se sent débordé sur sa gauche, dans des milieux intellectuels, et chez ces jeunes, parce que les jeunes sont en crise, dans le PC sont immédiatement en crise. Bon. Et par ailleurs, il y a ce début de négociation sur un programme et le PC va défendre l'union de la gauche, sinon rien, contre les vaticinations de Mitterrand ou contre les constructions intellectuelles de Mendes France. Voilà. Et donc le PC est pour éviter tout ce qui sera un gouvernement provisoire porté par la mobilisation. Donc vous avez le plus modéré, qui est Mendes, qui dit il vaudrait mieux avoir un gouvernement provisoire qui cherche à réagir correctement tout en gérant bien la société. Mitterrand se dit je ne vais pas me faire doubler, donc je dis dans ce cas-là, si quelqu'un est candidat comme Premier ministre, moi je suis candidat comme président, parce qu'il ne veut pas passer sous la table. Ce spectacle-là correspond à quelque chose où cette partie-là de la gauche sent que 10 ans ça suffit. Voilà. Est-ce qu'ils ont raison ou tort ? Est-ce que c'était une possibilité ou pas ? J'y viendrai après. Le PC pense que ça c'est effrayant. Alors pourquoi le PC pense que c'est effrayant ? J'en ai discuté souvent avec Zarka. L'argument que donnaient les gens du PC entre eux, c'est si on ne respecte pas la loi, ça peut finir comme en Indonésie. Bon, c'est de la blague. Hein. Personne n'envisage que ça finisse dans un bain de sang avec 500 000 Indonésiens tués sans que ça fasse la moindre remous au niveau international. Bon, ça n'a rien à voir. Ça, c'est des choses qu'on se raconte pour éviter de discussions dans les réunions. Enfin bon, c'est pas... Donc en réalité, on est arrivé avec Pierre Zarka à la conclusion suivante. Ils étaient tellement habitués à ne penser que dans le cadre des institutions que tout ce qui aurait pu bousculer les institutions leur faisait peur et qu'ils étaient incapables de penser à autre chose. C'est donc, ils n'ont pas besoin des soviétiques pour ça. Les soviétiques ont la même idée. Il ne faut rien laisser faire. En Hongrie, la preuve, ce qui s'est passé, après répression, il ne faut rien laisser faire. En Pologne, la preuve, Kouroń et Modzelewski sont des dirigeants de la JC qui sont de mauvais dirigeants, donc on cogne, il ne faut rien laisser faire. Ce qui est en train de se passer en Tchécoslovaquie, quand même, parce que le congrès tchèque a décidé un programme autogestionnaire, de démocratie sociale, de reconversion de la production pour ne plus être anti-écologique, et ils veulent en plus une liberté de débat dans le pays. Bon, donc là-dessus, le PC français ne sait pas dans quel sens ça va aller. Et je pense qu'il devait être terrorisé. Ce qu'a dit Ludivine n'est pas faux sur ça. Il devait être terrorisé à l'idée de qu'est-ce qui va se passer. Mais ce qui va se passer, c'est ce qui s'est passé. Les troupes du pacte de Varsovie ont envahi Prague pendant l'été. D'accord ? Bon. Donc en réalité, là, il y a des contradictions. Il ne faut pas prétendre résoudre les contradictions en 2 coups de cueillère à peau. Il y a un problème. Le mouvement communiste international est débordé dès qu'il y a des mobilisations qui ne rentrent pas dans leur calcul d'avoir des alliances d'union de la gauche qui permettent d'arriver, par le biais des institutions, à avoir des majorités. Parce qu'ils n'ont aucune confiance dans la lutte des classes. Et pour quelle raison ? Parce qu'ils ont peur de la classe telle qu'elle est, de la situation sociale, économique et culturelle telle qu'elle est. Ça, ce que je viens de dire là, c'est l'analyse de Henri Lefebvre, Jean-Pierre Vernant et de tas de militants communistes et dirigeants communistes qui pensent que le PC est en train de passer à côté de ce qu'il devrait faire. Ce livre-là, alors bien sûr, on a du mal à faire diffuser les livres de gens dont tout le monde a oublié qui ils étaient. Enfin, Henri Lefebvre était l'un des principaux philosophes du PC, qui rompt en juin 68, qui après y revient pour diverses raisons, et qui après repart.
qui était quand même l'un des fondateurs de la revue Autogestion, et il écrit un livre pendant mai-juin 68 qui est paru à Anthropos pendant l'été, qu'on a réédité, et où il analyse ces choses-là. Il analyse les choses, pour ma part, je pense qu'on ne les a pas suffisamment intégrées pour le moment. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, je m'excuse là, je prends 1 ou 2 minutes pour dire des choses un peu techniques, mais les démocraties occidentales, depuis globalement les années 50 et 60, ont eu une dérive où les institutions démocratiques ont laissé la place au pouvoir plus fort et quasi autonome des exécutifs, où les législatifs sont là pour accompagner les exécutifs, et il n'y a plus de dialogue politique réel qui existe entre les institutions démocratiques telles qu'on se les représente. Il y a eu donc une primauté des exécutifs. L'un des pays où c'est le plus fort, c'est la France, compte tenu de la constitution présidentielle, qui donne beaucoup plus de pouvoir qu'un Premier ministre anglais, qui est obligé d'avoir sa majorité toutes les semaines, et plus de pouvoir qu'un président des États-Unis, qui n'est pas assuré d'avoir en permanence une majorité dans les assemblées. Dans le cas français, avec en plus le projet d'avoir un plan sur l'industrie et les échanges, mais avec en même temps une économie dont on ne dit pas assez, que plus du tiers étaient les profits avec la France-Afrique et les diverses choses de ce genre, qui supposent l'armée et la discipline et un contrôle pas connu, enfin un contrôle occulte sur les activités économiques. Là, on a affaire à un pays où le pouvoir de la Ve République donne un pouvoir énorme au président, au point que tout en est écrasé autour. C'est le président qui décide ce qui est de l'ordre du travail syndical revendicatif et ce qui est l'ordre de la politique. Donc tout cela est ordonné, sauf quand une crise multisectorielle fait apparaître que c'est les divers secteurs de la société qui au même moment disent que ça ne va pas. Parce que dans ce cas-là, on ne peut pas dire « nous gérons les divers trucs ». Pourquoi ? Parce que, et Lefebvre a cette astuce de dire « l'État hegelien, c'est l'État où il y a de quoi gérer la famille et les solidarités, de quoi gérer les rapports sociaux, c'est-à-dire c'est un État où la société civile, sous la forme de la famille ou des propriétés, est organisée et on respecte les corps intermédiaires parce que ça sert de relais pour stabiliser les rapports de pouvoir. L'État gaulliste a supprimé ça. Ça fonctionne par délégation du pouvoir central. Quand ça ne fonctionne plus, tout remonte au pouvoir central. Pour ça d'ailleurs qu'à certains moments, le prince-président qui nous occupe aujourd'hui se débrouille pour remettre en selle le fait que ça devrait être le Premier ministre qui s'occupe de tas de choses. Parce que si ça remonte trop, à un moment donné, si je dis oui aux uns, les autres vont vouloir la même réponse. Ces institutions sont très lourdes, à condition que chacun accepte son rôle dans un pouvoir extrêmement pyramidal et centralisé. Quand elles craquent, ça craque. Et donc, Lefebvre, qui a de l'humour, dit « Aujourd'hui, un État trop fort, monstre de rationalité bornée, fait disparaître les corps intermédiaires, qui se réduisent à des lobbies, plus ou moins forts ou faibles, parmi lesquels le lobby de la classe ouvrière. » Alors on fait miroiter la séparation entre le syndicalisme considéré comme activité apolitique et l'activité proprement politique. Et donc il dit la dissociation de la politique et du social, c'est purement fictif, mais c'est en même temps la réalité du pouvoir. Donc, quand il y a une crise multisectorielle, tout le monde voit que ça craque. Lefebvre pratique l'autocritique ironique, et il dit « La spontanéité a besoin d'une orientation. Sans orientation, qu'est-ce qui se passe ? La mer croit monter jusqu'aux étoiles, et la spontanéité procède comme les éléments. S'il n'y a pas de dialogue, donc politique, entre les aspirations qui apparaissent quand ça craque et la population, on ne sait pas ce qui va se construire, peut-être rien. Et je pense qu'on a assisté pendant plusieurs semaines, au moins 2 semaines de 68, où des tas d'endroits, les gens discutaient, rediscutaient, avaient des idées, mais que rien ne venait pour leur proposer que ce soit un débouché. Donc cette chose-là s'use. On ne peut pas maintenir le fait, on a un espoir, on en rediscute, qu'est-ce que ça va donner ? Ça n'a rien donné. Ah ben on va se revoir, c'est bien, on a passé le week-end avec les enfants, c'était bien, on y revient, de quoi on discute la fois d'après. Bon, d'accord ?
Si ça ne progresse pas, l'esprit critique va retomber. Parce que tout le système capitaliste est bâti sur le fait qu'il y a deux règles au moins. L'une, c'est le fétichisme à la marchandise qui permet à chacun d'essayer de trouver sa satisfaction dans la façon dont le système capitaliste fonctionne. Si ça s'est remis en cause, ce qui était remis en cause en 68 dans les rapports sociaux, inter-individuels, si ça s'est remis en cause, on a l'autre chose, c'est les pouvoirs politiques. Souvent, les opposants sont les meilleurs régulateurs du fait que le système fonctionne. Donc si les opposants ne proposent rien, la basse de la population a l'impression que plus rien n'est possible. Donc ce n'est pas étonnant qu'à certains moments, il y ait du coup des tassements ou des retombées. Donc on a cette chose-là. Je ne vais pas vous le dire là parce que j'incite à lire et à acheter dans le livre de Lefebvre. Il y a tout un chapitre qui est 3 tendances où il montre comment les diverses tendances en présence. Les réactionnaires, c'est les réactionnaires. Et puis il y a les possibilistes, ceux qui pensent que ça peut bouger, et ceux qui pensent que tout est réglé par avance, comme Ben Saïd et Krivine, mais d'autres, ou le PC. Tout passe par la situation de... Bon. Ou ce pauvre Mendes qui pense qu'on ne peut pas risquer de s'engager si on ne va pas respecter les équilibres économiques. Bon, il fallait le bousculer là-dessus. Bon, j'y reviens après à la fin. Et donc, il y a 3 pages ou 4 où il dit le problème, ce n'est pas un nouvel État. Même avec un modèle autogestionnaire, ce n'est pas un nouvel État qui est le problème. Le problème, c'est d'avoir une mobilisation qui crée un processus parce que l'autogestion ne se construira qu'à travers un processus. Donc, c'est clair qu'il est réformiste, révolutionnaire. Il pense qu'il faut qu'il y ait, il pense qu'il aurait mieux valu qu'il y ait un gouvernement provisoire. Parce que ça aurait stimulé le fait que les gens discutent de ce qui les intéresse ou pas. Quelles étaient les bases du gouvernement provisoire largement suffisantes? Les accords de Grenelle, le fait qu'il n'y aurait aucun obstacle à des sections syndicales dans les entreprises, et le fait que les ordonnances sur la sécurité sociale seraient remises en cause immédiatement et rediscutées avec de nouvelles élections à la sécurité sociale, sans limite patronale. Ça suffisait. Le reste, c'était l'activité de tout le monde. Donc, je pense que je vous encourage à lire ce livre de Lefebvre qu'on a réédité, qui mérite vraiment d'être lu à ce point de vue-là. Je termine cet aspect-là en disant Jean-Pierre Vernant, qui est l'un des auteurs du journal de la commune étudiante, et qui était l'un des militants communistes qui ont rompu après en juin 1968 à cause de la politique du PC, et dit si le régime n'est pas tombé, c'est que personne n'a voulu ou n'a osé le faire tomber. Je pense que c'est un bon résumé. Et personne n'a osé. Je dis personne. Manque un verbe. N'a osé, n'a voulu ou n'a pu. Non, c'est consciemment que je lis ce qu'il écrit et c'est consciemment qu'il n'avait pas mis ou pu. Parce que on ne peut pas dire qu'on n'a pas pu tant qu'on n'a pas voulu et essayé. Et si on n'a pas voulu et essayé, on ne dit pas on n'a pas pu. D'accord ? Bon. Mais il pense à certaines forces. Oui, mais il pense à toutes les... Il pense aussi, quand ils disent ça, au fait que, supposons que Mitterrand et Mendes disent, écoutez, bon, ça va. Bon. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui a essayé de convaincre Mendes de lui dire, écoute, c'est idiot ton affaire. Tu n'hésites pas à cause de l'économie. Ça ira mieux l'économie. L'économie stagne, on a une crise économique aux États-Unis. S'il y a plus de consommation en France, on passe à côté de la crise aux États-Unis. Donc, les accords de Grenelle, c'est très bon. Et le reste, ça s'organisera. Voilà. Donc, il faut avancer. Et avancer comment ? Il ne faut pas que le gouvernement, même à 10 ou à 12, donne l'impression qu'il est à côté du mouvement syndical et à côté de la CGT. Il faut avoir, ou du PC, il faut avoir une ouverture qui prouve que tout le monde s'y mettra. Mais celui qui propose ça dirigera suffisamment pour avoir un dialogue avec le pays pendant suffisamment de mois. Descamps n'est pas arrivé à convaincre Mendes. Mais il m'a expliqué, il regrettait. Bon. Et il avait raison de regretter. Parce que, certes, le PC ne voulait pas, mais si ça lui avait été imposé parce que d'autres lui auraient dit voilà ce qu'on veut, parce que le meeting de Charletti, c'est le meeting où tout est joué avant, où rien ne peut se dire. Au point que les deux qui parlent pour la CFDT sont deux droitiers.
Et que Krumeloff ne parlera pas parce qu'il a l'impression que c'est un meeting où il faut être présent pour pousser le plus loin possible, mais c'est un meeting de dupes. D'ailleurs, le PSU lui-même pense que la chose a été mal emmanchée et qu'il faut regarder au-delà. Donc, cette affaire-là, c'est vrai que la question se pose. Voilà. Je fais exprès d'insister, la question se pose. Alors, quels auraient été les effets d'une victoire politique si elle avait eu lieu? J'ai laissé de côté, je le dis clairement, les accords de Grenelle et la discussion entre PC et CGT au sujet des accords de Grenelle, parce qu'il y aura en juin, le 19 juin, mais pour le moment l'invitation n'est pas sortie, il y aura le 19 juin, organisé par l'Institut d'Histoire de la CGT, l'Histoire sociale de la CGT, une discussion sur les contradictions entre PC et CGT, mouvement social et politique, à Grenelle. Donc ça aura lieu, donc il y aura d'autres occasions d'en discuter. Donc je passe à côté, on peut le reprendre dans la discussion. Mais je voudrais signaler, d'abord dans la France des armées, la France des années 68 de chez Sileps, j'ai mis un texte de 3-4 pages sur les 3 jours qui faillirent pouvoir changer la situation. Alors, je fais exprès de dire les 3 jours qui faillirent, vous avez bien compris, parce que à tout point de vue, elles ont failli changer la situation. Et donc, quels auraient été les effets d'une victoire possible? D'abord, le régime gaulliste aurait été remplacé par un gouvernement provisoire qui nous aurait peut-être économisé, je ne sais pas, de 68 jusqu'en 81. Des tentatives pour faire... Oui. 13 ans, ça fait rien. Non, mais le nombre de choses que ça permettait de faire dans la foulée d'eux, dans la dynamique d'eux, c'est pas négligeable. C'était possible. Ceux qui l'ont refusé le plus, c'est le PC, qui n'en voulait pas. Ceux qui ont perdu le plus, c'est le PC, qui s'est fait ruiner par Mitterrand pendant les 12 à 13 ans qui ont suivi, parce qu'il a montré qu'il n'avait aucune confiance dans les mobilisations de masse, et que dans ce cas-là, si c'était pour faire confiance aux socialistes, il suffisait d'être réformiste et modéré, et d'être pro-PS. Il s'est fait détruire par ce qu'il a fait en 68. Voilà. Relativement détruire. Voilà. Mais par ailleurs, supposons qu'il y ait cette chose qui aurait été un hybride absolument invraisemblable. C'était pas un gouvernement ouvrier, c'était pas un État révolutionnaire ou semi-révolutionnaire, c'était rien. C'était un entre-deux dans les crises du système capitaliste. Je ne suis pas certain que les troupes du pacte de Varsovie seraient intervenues à Prague après une victoire de la gauche en France à ce moment-là. Par exemple. Donc je ne vais pas continuer à détailler les effets que ça aurait produit, mais chacun voit qu'on aurait eu une toute autre histoire. Est-ce que c'était possible? Moi je suis convaincu que ça a été. Pourquoi ça n'a pas été fait? Je pense que l'élément essentiel, c'est que nous n'avions pas de discussion, de réflexion sur comment on se débarrasse du système capitaliste à l'époque où il est à ce point épanoui dans l'organisation du travail, le développement du travail, la productivité, la domination par le premier chapitre du Capital, hein, l'immense accumulation de marchandises qui fait que chacun espère s'y retrouver parce que le système donne à chacun de quoi s'y dire. Après, on a la critique du consumérisme, mais la critique du consumérisme, c'est la domination capitaliste. Donc, tout ça joue après, bien sûr. Bien sûr que les augmentations de salaire, les améliorations de situation, qui sont pas rien, hein. Les salariés agricoles ont gagné 50%. Le SMIC agricole a disparu. Il a été aligné sur l'autre SMIC. Donc, si on regarde bien toute la société, ce qui s'est passé est important. Alors après, des commentateurs disent « Ouais, mais ça a tourné qu'à la consommation. À quoi ça pouvait tourner ?» Non. Donc, si on regarde bien, cette situation-là aurait pu tourner tout autrement. Mais ça vaut la peine d'en discuter, parce que ça suppose qu'on accepte de dire que la mise en crise du pouvoir central est décisive pour que les gens se saisissent d'une chose, le droit de discuter et de prendre des initiatives. Ça vaut pour même des situations actuelles. Quand on n'a pas quelqu'un pour remplacer un président, on peut au moins annihiler le président pour pouvoir utiliser le temps à construire autre chose. Je pense que les institutions de la Ve République sont quelque chose qui demande qu'on repense autrement, bien sûr, ça n'a rien à voir avec le tsarisme, mais les Russes ont inventé février suivi d'octobre.
Et nous voulons octobre avant février. Enfin, c'est quand même assez étonnant. En 68, les gens veulent octobre avant février. Avant de mettre en crise la domination, on veut la maîtrise du pouvoir après. Mais qu'est-ce que c'est ces conneries? L'histoire ne bouge jamais comme ça. Voilà. Bien. Ben, on va pouvoir discuter. Deux petites parties. J'étais un peu surpris, mais c'est intéressant. Vous m'entendez bien, même on n'est pas très nombreux. Deux parties, peut-être une petite partie historique et une partie plus sur le fond. La partie historique, bon, il se trouve que dans les trois choses dont on parle, je pense que ça vaut la peine de faire l'inventaire des informations que nous avions. Et qui est le prélude de la fameuse réunion à laquelle j'ai participé avec Mendes France et mon maire. Qu'est-ce que nous avions comme information? Nous avions une information qui disait que Waldeck-Rochet avait été mis en minorité au comité central. En minorité au comité central. C'est-à-dire que l'analyse qui est tout à fait la même que la tienne, qui est que tu dis pudiquement, c'est s'accrocher à l'idée du don de la gauche. C'est plus profond ça. C'est une option claire vers une voie social-démocrate, tout à fait construite. Bien plus construite que la pauvre SFIO qui ne comprenait rien. Donc la force social-démocrate importante, c'est le PC. Et nous avions, donc cette première information, Waldeck-Rochet a été mis en minorité. Ça n'a pas duré, mais bon, c'est le premier élément. Nous avions une deuxième information qui redescendait du côté gaulliste, dans laquelle c'était pas seulement l'effondrement de ce que tu dis, ce qui est vrai, que le gouvernement en place pensait que ça partait de partout, c'est vrai, c'est l'effondrement de De Gaulle lui-même. Nous avions cette information. Et le fait qu'il soit parti en Allemagne, etc., n'était que simplement une confirmation de ce que nous avions. Ça, c'est le point numéro 2. Et le point numéro 3, qui est un débat qui était aussi interne au PSU, c'est finalement, est-ce que pour autant, on peut pousser les feux au-delà du demande simple d'un gouvernement provisoire? Le débat était comme ça. Et dans lequel, dans la fameuse réunion, si vous voulez, quand on arrive après aux solutions, dans la fameuse réunion en question, Mendes France ne pouvait même pas imaginer cela. Il ne suffit pas de lui reprocher de dire c'est pas ça du tout, c'est que toute sa vie, toute sa carrière était le contraire de ce qu'on lui demandait. Et moi j'ai vu ce soir-là un homme perdu. Alors il avait dit bon, c'est la gauche des barricades, ça ne veut rien dire. Bon, on est d'accord. Et donc si vous voulez, dans cette situation-là, c'est vrai que le seul, bon, il a des défauts par ailleurs, mais le seul qui était un peu lucide, c'est Orgon, qui disait on veut un gouvernement Kerensky. Bon, voilà, c'est aussi clair que ça. C'est-à-dire quelque chose qui soit un compromis viable, relativement viable, dans laquelle, quelque part, on avait aussi le soutien du Figaro, puisque je vous signale que le premier jour, le Figaro disait, il appelait à qui on voudrait pour sauver la situation. Bien. Ça, c'est, si vous voulez, sur la partie historique. Maintenant, la deuxième réflexion, parce qu'avec l'âge, comme toujours, sans tomber dans l'exemple d'Alain-Cribine, on refait un peu l'histoire. Mais disons, en y réfléchissant, la vraie question qu'on ne s'est pas posée, c'est quel pouvoir? C'est pas seulement... Bon, alors, les références simples, le pouvoir, c'est comme il existait. C'est un pouvoir capitaliste, comme tu l'as décrit, tout à fait d'accord, comme celui d'aujourd'hui, il n'a pas changé, pyramidal, tout ce que vous voulez, pas de problème. Ça, c'était la réalité qu'on avait devant nous. Bon. Déjà, est-ce que ce modèle-là était un modèle aussi universel que ça? C'est pas vrai. C'est pas vrai. On a eu ici plusieurs séances pour montrer que sur la planète entière, c'était en train de bousculer, de sauter. Et que ce modèle de gouvernement, quelles que soient les étiquettes qu'on y mettait, était en crise pas seulement en France, mais sur toute la planète, y compris dans le camp dit socialiste. Bien. Donc, dans ce contexte-là, quel type de pouvoir aurait pu être, si vous voulez, compatible avec cette situation planétaire? Et c'est là où, finalement, nous-mêmes, et j'en fais partie, j'en fais mon autocritique, si vous voulez, nous n'avons pas manqué d'imagination,
mais un manqué de compréhension. Parce que l'analyse, morceau par morceau, si vous voulez, fait qu'on pouvait, avec les mêmes éléments, avoir deux interprétations. Pour un exemple, j'étais responsable du secteur entreprise du PSU. Et moi, l'extension de la grève, je ne l'ai pas... si vous voulez, deux bonhommes différents. J'étais d'abord responsable syndical au SNESUB, donc j'ai participé à la négociation pour le 13 mai, et dans laquelle il était entendu que, malheureusement, on le mettait sur la base revendicative, contrairement... et Gesmar s'est mis à pleurer en disant on est en train de trahir le mouvement. Bien, là-dessus, on est d'accord. Mais, au-delà de ça, l'extension du mouvement était vécue très différemment. Nous, au PSU, on l'a vécu comme un mouvement où les gens se mettaient en grève et ne savaient même pas ce qu'ils voulaient revendiquer. C'était ça notre clientèle, si je puis dire. Bien sûr, il y avait les militants CFDT, nanana, et qui étaient pour les revendications comme la CGT. Il ne faut pas rêver là-dessus. Mais, dans la vie quotidienne, dans l'élément d'où on était confronté, c'était ça. Des petites boîtes qui se foutaient en grève, et même le patron, il avait envie de faire grève aussi. Bon, des trucs absolument délirants. Bon, et dans lesquels c'était pas un ou deux en général. C'était partout comme ça. Et c'est ça qui remontait avec les militants. Et donc, par rapport à cette situation-là, qui est que il y a toute une masse de gens, donc il y en a 9, 11 millions, on s'en fout, une masse importante de gens, et dans laquelle la classe ouvrière a joué un rôle important, mais elle n'était pas toute seule. Non. Pas toute seule du tout. Il y avait tout ce qu'on appelle actuellement, de façon active, les classes moyennes, qui étaient dans le coup aussi, et qui aussi bouillonnaient, etc. Et donc, par rapport à cette situation-là, quel type de pouvoir il aurait fallu proposer et conclure? Et c'est un petit peu ça, bon, le vrai problème. Alors, pour terminer, je dirais que, oui, en effet, ce type de pouvoir-là était à prendre. Tout le problème, c'est que la décomposition de ceux d'en face ne suffit pas. C'est-à-dire que quelque part dans ce bouillonnement, il n'y a pas eu, et dans laquelle on a une part de responsabilité, il n'y a pas eu l'émergence concrète, réelle, pas de revendication, mais un ou deux objectifs atteignables. Et qui soient quelque part des objectifs atteignables politiques. Du point de vue, au contraire, du point de vue revendicatif, en effet, même si ça ne nous a pas plu du tout, les accords de Grenelle représentaient, c'est un objectif, il était rempli, il n'y a rien d'autre à dire. C'est au niveau politique où il nous a manqué, disons, alors, le PSU a fait la fameuse affiche du pouvoir ouvrier paysan. Bon, c'est bien gentil, mais le pouvoir, pourquoi faire? Quel pouvoir? Non, mais je veux dire, pourquoi faire? J'ai participé à ça, et autant après l'idée du contrôle a eu un sens. Oui, parce que ça, au moins, c'était quelque chose de tangible, qui changeait complètement la situation de l'entreprise, et qui posait le pouvoir des salariés, disons, de façon, avec des objectifs concrets. Le pouvoir, c'était tout un peu... Voilà. Et donc, dans cette affaire-là, pour terminer, pour y avoir vécu, je m'en excuse, je pense que c'est facile de taper... Enfin, c'est logique de taper sur le PC. D'accord, ok. Mais nous avons une part de responsabilité importante. C'est que nous n'avons pas eu, disons, la créativité suffisante pour faire ça. Et donc, on s'est replié vers la proposition à Mendes, etc. On s'est replié, et dans laquelle, en effet, Charletti, c'était le clap de fin. Hein, c'est comme au Cinoche, pam, tac, fini. Bon. Donc tout ça est vrai. Et donc, si on veut en tirer des leçons pour l'avenir, eh bien, quelque part, il faut répondre à cette question simple, c'est que si on veut poser la question du pouvoir, où qu'on soit et quel qu'on soit, il faut que cette question du pouvoir puisse se décomposer en objectifs simples et compréhensibles. Alors, les amis trotskistes disent, c'est connu, c'est le pain et puis la paix, la liberté. Comme dirait l'autre, la situation des bolcheviks, c'est une fois par deux, quoi, ça va. Mais il y a quelque chose à retenir de ça. Et donc, pour terminer, je dirais, la vraie carence, c'est qu'on n'a pas pu, ou on n'a pas su, mettre les un ou deux objectifs intermédiaires
qui aurait laissé de côté toutes les questions de coalition et de gens qui pourraient participer.